Il y a quelque chose de particulier avec les disparitions sur Internet. Quand quelqu'un disparaît dans la vraie vie, une personne que vous connaissez, un membre de votre famille par exemple, les gens autour de vous le savent. Il y a des recherches, des avis et il y a des larmes. Mais sur Internet, une personne peut avoir des millions de témoins, des millions de gens qui la regardent chaque semaine. Et quand elle disparaît du jour au lendemain, sans explication, sans adieu, ces millions de personnes restent là, avec leurs questions et personne pour y répondre. Ce que vous allez voir ce soir, c'est un iceberg unique que j'ai créé, que j'appelle l'iceberg des disparus d'Internet. Il est assez gros, assez compact, donc je vais en faire 2 ou 3 parties, mais j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Si vous aimez la chaîne d'ailleurs, vous êtes 78% à ne pas être abonné. Donc pensez à vous abonner si vous aimez le concept de la chaîne, si vous voulez me supporter, ça prend 1 seconde et ça aide énormément. Et en attendant, on y retourne. La partie visible de cet iceberg que j'ai appelé l'iceberg des disparus d'Internet, c'est celle que l'on croit connaître. Les affaires dont tout le monde a entendu parler, celles qui ont été partagées des millions de fois, qui ont fait la une des médias, celles dont on pense avoir compris ce qu'il s'est passé. Mais même là, en surface, même dans les cas les plus médiatisés, il reste des détails que personne n'explique vraiment. Des zones d'ombre qu'on aurait tendance à balayer pour conserver une histoire propre. Donc on attaque pour 4 cas de la surface de cet iceberg. Et je vous préviens tout de suite, le dernier cas de l'iceberg d'aujourd'hui que vous regardez, on en parle depuis 20 ans. 20 ans où on en parle, où il y a des podcasts, où il y a des choses dessus. Et pourtant, il y a beaucoup de choses encore méconnues. Vous allez voir, ça va vraiment vous intéresser. Marina Joyce. Nous sommes le 26 juillet 2016. C'est un mardi ordinaire et sur YouTube, une jeune femme de 19 ans poste une vidéo. Le titre est banal, Date Outfit Idea, des tenues pour un rendez-vous. Des robes, du maquillage, des conseils de mode, bref une vidéo en somme toute classique et vraiment sympathique. Le genre de contenu que cette créatrice publie depuis des années et que ses 700 000 abonnés regardent chaque semaine avec plaisir. Sauf que cette vidéo-là, quelque chose cloche. Les premiers commentaires un petit peu étranges qui vont faire sentir que quelque chose cloche arrivent rapidement, dans l'heure. Et ça va s'accumuler, et encore, et encore. Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui cloche, quels sont ces commentaires étranges. Ils disent tous à peu près la même chose. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ça ? Je vous présente Marina Joyce, britannique née en 1997, principalement youtubeuse lifestyle et beauté depuis l'âge de 13 ans. En gros, elle a grandi en ligne. Ses abonnés la connaissent depuis des années et son énergie, son sourire large, ses vidéos maison filmées dans sa chambre avec un enthousiasme un peu maladroit, c'est ce qu'on trouve tous attachant. La vidéo Date Outfit Ideas dure 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, tous les internautes, tous les spectateurs, qu'ils soient fans d'elle ou pas forcément d'ailleurs, vont relever tout un tas de détails, de choses un peu étranges qui vont se passer, des choses un petit peu difficiles à voir au premier abord, mais qui, en s'attardant dessus, sont bel et bien là, présents dans la vidéo. D'abord, ses yeux. Marina regarde régulièrement hors champ, vers un point précis, légèrement derrière la caméra. Et c'est pas le regard distrait de quelqu'un qui cherche ses mots, un regard qui surveille quelque chose. Ensuite, à peu près 13 secondes, et là ça devient la seconde la plus visionnée de la vidéo, on croit entendre, et je dis croit, très bas, presque inaudible, sous la musique de fond, 2 mots. Help me. And this is the dress that I'm wearing. Aidez-moi, en anglais tout simplement, enfin en français. Puis vient des remarques sur ses bras, on voit des hématomes, rien d'alarmant en soi, mais les gens les remarquent maintenant qu'ils cherchent. Et au bout de la vidéo, dans le jardin en arrière-plan, partiellement visible derrière un arbuste, quelque chose qui ressemble à un fusil. En moins de 24 heures, ça explose. Il y a un hashtag Save Marina Joyce qui devient partout viral, c'est la folie, et les gens prennent des théories, partent dans tous les côtés et ça explose. Le hashtag Save Marina Joyce est partagé plus de 3 millions de fois. Les théories explosent sur Reddit, sur Twitter, sur les forums. Marina Joyce serait séquestrée, peut-être sous l'emprise de drogue, et son petit ami la maltraiterait. Ou, et cette théorie-là gagne très vite du terrain, elle aurait été recrutée de force par une certaine personne ou un certain groupe de personnes pour servir d'appât, pour attirer des jeunes filles à une fausse réunion et les enlever. Et ce que je vous dis là, c'est pas une blague, hein. La théorie où Marina Joyce sert d'appât entre guillemets pour appâter d'autres jeunes filles et les enlever, elle a explosé. C'était la théorie la plus plausible aux yeux des internautes à ce moment-là. La police de Londres reçoit des dizaines d'appels. Des journalistes se postent devant chez elle, sa mère donne des interviews pour dire qu'elle va bien, et Marina elle-même sort une vidéo pour dire qu'elle va bien. Et évidemment,
personne ne la croira. Et il y a une réalité qui va finir par émerger dans les semaines et les mois qui suivent. Et cette vérité, elle est à la fois bien plus simple et bien plus triste que toutes les théories qu'on avait entendues jusque-là. Marina Joyce souffrait d'une dépression sévère. Elle traversait à ce moment-là un début de troubles psychologiques et psychiques. Elle avait perdu du poids, elle avait du mal à dormir, elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas forcément. Et oui, les regards hors champ, c'était ça. Il y avait un fusil dans le jardin qui avait pu être repéré, et bien ça c'était un jouet en plastique appartenant à un voisin, et les hématomes, elle ne se souvenait pas bien comment elle les avait eus. Et d'ailleurs, le Help Me à 13 secondes que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, eh bien si on rembobine avec les oreilles qui cherchent pas à entendre ça, on n'entendra rien. C'est simplement une hallucination auditive. Et donc, eh bien, le phénomène Save Marina Joyce, c'est devenu, une sorte d'hystérie collective créée sur la base de ces quelques petits indices visibles dans la vidéo de cette même personne, mais au final extrêmement tiré par les cheveux. Et on pourrait en rester là. Rien à voir, circuler, c'est terminé, sauf que non, il y a une suite. En juillet 2019, donc 3 ans après les faits, Marina Joyce disparaît pour de vrai. Pendant 10 jours, Marina Joyce disparaît. Elle n'est nulle part. Ses parents contactent la police et encore une fois, sur les forums, les mêmes théories, les mêmes inquiétudes, si je puis dire ça comme ça, commencent à exploser et à fuser de partout. Évidemment, après le premier épisode qui s'est passé un petit peu plus tôt, la même chose, mais cette fois-ci où elle disparaît, évidemment que les gens s'inquiètent et que les gens explosent dans toutes les théories possibles et inimaginables. Et puis, elle réapparaît, saine et sauve. Ce qu'il s'est passé pendant ces 10 jours, Marina Joyce n'en a jamais parlé publiquement. Personne ne sait, et probablement personne ne saura jamais d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a des cas où l'explication rassure, et il y a des cas où l'explication confirme que quelque chose s'est vraiment passé, mais qu'on n'en saura jamais les détails. Et pour Marina Joyce, c'est les deux à la fois. Unfavorable Semi-Cycle. Ok, calmez-vous, je sais que vous connaissez quasiment tous ce cas de Unfavorable Semi-Cycle, moi aussi je le connais, mais j'avais besoin d'en parler. Il faut que je le mette dans cet iceberg tout en haut comme il l'est ici, parce qu'il a sa place, et vous allez comprendre pourquoi, me tapez pas dessus en commentaire. Le cas de Semi-Cycle, il est différent, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de mystère humain à résoudre, il y a juste une chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube, c'est peut-être la plus étrange qui ait jamais existé sur la plateforme. Ça commence le 30 mars 2015. Une chaîne s'ouvre sur YouTube du nom de HBFYTW. Et en fait, je vous dis H, mais c'est plutôt un symbole au début du nom. C'est le signe astrologique du Sagittaire. Personne ne sait pourquoi ni comment. Les premiers jours, rien du tout. Puis le 5 avril, la chaîne commence à uploader des vidéos. Chaque vidéo dure entre 4 secondes et, dans les cas les plus extrêmes, 11 heures. Chaque vidéo a un titre qui suit le même format. En premier, donc le fameux symbole Sagittaire, suivi d'une suite de chiffres aléatoires. Chaque vidéo montre une image floue, abstraite, parfois une forme vaguement géométrique et un son. Le son, c'est la voix d'un homme qui énumère des chiffres et des lettres de manière monotone. On comprend ce que c'est, mais on n'arrive pas à le déchiffrer. C'est pas suffisant. Pour comparer, c'est un peu comme une station numérique. Vous saviez, pendant la guerre froide, je l'ai pas vécu, mais il y avait les radios, les gens pouvaient allumer les radios et on entendait parfois de manière un peu monotone des suites de chiffres et de lettres un petit peu flippantes comme ça. C'était la même chose. Au début, personne ne le remarque. Puis le rythme d'upload accélère. D'abord, c'est une vidéo toutes les 10 minutes, puis une vidéo toutes les 5 minutes. Et puis, au pic, c'était 3 vidéos par minute. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En février 2016, la chaîne cumulait 72 000 vidéos postées. Pour mettre ça en perspective, si vous décidiez de les regarder tout à la suite, sans dormir, sans pause, il vous faudrait environ 2 ans. Et évidemment, la communauté YouTube commence à s'en apercevoir. Des forums se créent, les gens adorent ça, et pas mal de personnes commencent à analyser les vidéos image après image. Parce que certaines sont si courtes que vous ne voyez qu'une fraction de seconde à l'écran. Et quand vous gelez l'image, vous voyez quelque chose. Vous voyez des formes un petit peu difficiles à décrypter, tout simplement. Vous voyez des visages, parfois, si on les devine, et surtout, vous voyez des symboles. 2 vidéos en particulier attirent l'attention. Elles s'appellent Lock et Délock. Quand les chercheurs amateurs superposent des centaines de frames de ces 2 vidéos, des images encodées apparaissent, délibérément cachées, c'était voulu. Et là, c'est plus un spam, quelqu'un a intentionnellement construit quelque chose là-dedans. La BBC, alors extrêmement connue, lâche un article qui va tout renverser, tout chambouler.
Et en quelques jours, l'affaire devient virale. Le lendemain de la publication de l'article de la BBC et dans les heures qui suivent, YouTube suspend la chaîne pour violation de leurs conditions d'utilisation, sans explication. Et non, du coup, c'était pas YouTube qui faisait des supercheries. Là, on en a la preuve. 72 000 vidéos supprimées. En juin 2022, un utilisateur anonyme sur Twitter ou X publie un post affirmant être à l'origine de la chaîne. Il dit avoir voulu uploader plus de vidéos que n'importe qui d'autre sur YouTube pour un projet artistique, ce qu'il appelle de l'outsider art. Et évidemment, personne n'a jamais pu vérifier que ce que disait cette personne, donc qui disait être l'auteur de ce qui se passe derrière Unfavorable Semi-Circle, était vrai. C'est impossible. Et c'était impossible parce que l'utilisateur n'a fourni aucune preuve, aucun élément technique corroborant son identité et ce qu'il affirmait. Donc la question que tout le monde se posait, c'est est-ce juste un type qui voulait battre un record ? Alors dans ce cas, pourquoi les images cachées dans Lock et Delock ? Pourquoi la suppression précipitée juste après l'article de la BBC ? Et pourquoi personne, en 7 ans, n'a réussi à décoder plus que 2 frames de Lock et Delock superposés sur plus de 70 000 vidéos ? C'est un mystère incroyable. Unfavorable Semi-Circle reste à ce jour une des anomalies les plus inexpliquées de l'histoire de YouTube. Et ce que vous venez de voir là, cette chaîne, ces 72 000 vidéos, cette suppression, comme je vous l'ai dit, c'est la surface de l'iceberg. Ce qu'on raconte en surface. Ce qui se passe dans les profondeurs, on va pas tarder à y arriver. Mais je voulais quand même dédier un petit moment pour cette chaîne, parce que malgré tout, c'est devenu en tout cas un monument de YouTube, et ça a disparu. Peut-être que la personne derrière a disparu. Lars Mittank. Je vais vous raconter l'histoire de Lars Mittank. Je sais que, encore une fois, pas mal d'entre vous la connaissent, mais encore une fois, avant qu'on arrive au cas plus obscur, plus sombre et plus dramatique, Lars Mittank a sa place ici, parce que c'est une histoire qui a été vue par plus de 16 millions de personnes, et surtout, vous ne connaissez peut-être pas tous les aspects de ce qui s'est passé avec Lars Mittank. C'est pas une vidéo de divertissement, c'est pas un film, c'est une vidéo de caméra de surveillance. D'ailleurs, pour être précis, c'est 30 secondes de CCTV granuleuse, filmée dans un aéroport bulgare. Et ces 30 secondes sont parmi les images les plus perturbantes que tout Internet n'ait jamais produites, parce que ce qu'elles montrent n'a, aujourd'hui, encore où j'écris ces mots, pas d'explication. Ça, c'est Lars Mittank. Il avait 28 ans, allemand, de la ville de Marne d'ailleurs, au nord de l'Allemagne. Il a un travail stable dans le port de Wilhelmshaven, il a un appartement, il a une petite amie et il supporte le Werder Bremen, le club de foot de sa région. Bref, en gros, il est bien rangé, il est tranquille dans sa vie et il n'y a vraiment pas de vagues. Fin juin 2014, il part en vacances dans la station balnéaire de Golden Sand avec quelques amis à lui. C'est en Bulgarie et c'est la première fois pour Lars Mittank qu'il sort d'Allemagne. Ses amis le décriront comme détendu, de bonne humeur. La semaine est passée trop vite, dira d'ailleurs l'un d'eux. Plage, piscine, soirée. Un voyage de copains ordinaire. Jusqu'au dernier soir. Le 6 juillet 2014. Une bière de trop dans un bar, une conversation sur le foot qui dégénère, et Lars, qui est supporter du Werder Bremen, l'autre groupe est le Bayern Munich, et ça dégénère totalement. Et des mots, une bagarre, et Lars va prendre un sale coup. Le lendemain, il a une grosse douleur à l'oreille, donc Lars veut absolument, avant de rentrer, voir un médecin, comprendre parce qu'il va voler, donc il veut comprendre est-ce qu'il peut voler, qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment ne plus avoir cette douleur à l'oreille. Et là, pas de bol, le médecin bulgare diagnostique un tympan perforé. Contre-indication formelle à prendre l'avion. Les variations de la pression pourraient aggraver les dégâts. Ses amis, eux, doivent rentrer, donc Lars leur dit de partir sans lui. Il va rester un jour ou deux de plus, le temps que l'oreille aille mieux, et il les rejoindra. Ses amis hésitent, mais il insiste et ils partent. Et c'est la dernière fois où ses chers amis verront Lars Mittank. Le soir du départ de ses amis, Lars check-in dans un hôtel bas de gamme près de l'aéroport, l'hôtel Color Varna. Il a sa chambre et il a son billet pour partir le lendemain. Tout devait bien se passer, tout était carré, c'était prévu, tout était réservé à l'avance. En gros, tout allait bien. Sauf qu'à un moment, en plein milieu de la nuit, il se passe quelque chose change, quelque chose va arriver. Lars va passer un coup de téléphone, il va appeler sa mère. Et là, c'est fini. Quand il a sa maman au téléphone, il va chuchoter. Il va chuchoter que des gens veulent le tuer, que 4 hommes le suivent et qu'elle doit annuler ses cartes bancaires immédiatement. Sa mère entend son cœur battre à travers le téléphone. Lars ne fait pas semblant. Les caméras de l'hôtel vont enregistrer le reste. Lars fait les 100 pas dans le couloir, il regarde par la fenêtre, il revient, il recommence. Bref, il a un comportement très erratique.
À minuit, il sort de l'hôtel et il va revenir à précisément 1h du matin, 1 heure plus tard. Ce qu'il a fait pendant cette heure-là, c'est absolument inconnu. Personne ne le sait. Il va envoyer aussi des SMS à sa mère. Il va lui demander des informations sur les antibiotiques qu'on lui a prescrits, des molécules qui, dans de très rares cas, pourraient apparemment provoquer des effets secondaires psychiatriques, des hallucinations et une paranoïa sévère. Bref, la nuit se termine, on est le lendemain, le 8 juillet 2014, et Lars Mittank est prêt à rentrer chez lui, en Allemagne. Il se rend donc à l'aéroport de Varna pour prendre son vol retour. Il passe par l'infirmerie de l'aéroport, c'était obligatoire avec son tympan perforé, et le médecin de l'aéroport, le docteur Kosta Kostov, le recevra et dira simplement qu'il était nerveux, agité et un peu tremblant. Pendant l'examen, un ouvrier du bâtiment qui travaille dans l'aéroport ouvre la porte. Ce qu'il se passe ensuite est capturé par 3 caméras différentes. Lars Mittank se lève d'un bond. Il crie « Je ne veux pas mourir ici, il faut que je parte ». Il lâche son sac, il lâche son passeport, son téléphone, il lâche tout. Et il court. Et je vous montre quelques extraits de caméras. Comme vous pouvez le voir, les caméras le suivent à travers le terminal. Il court vers la sortie principale, il traverse le parking encore en courant, il prend d'ailleurs de la vitesse et il va sauter une clôture de 2 mètres de haut côté barbelé. Et ensuite, Lars Mittank va disparaître dans un champ de tournesol en direction d'une forêt. Et c'est là, les images que vous venez de voir, la dernière fois qu'on a vu Lars Mittank. Pour toujours. Les autorités bulgares et allemandes lancent des recherches, évidemment. Chiens, hélicoptères, équipes à pied. La forêt est fouillée de fond en comble. Les rivières alentours sont inspectées, mais rien du tout. Sa mère, Sandra Mittank, devient l'âme de l'enquête. Elle apparaît dans des émissions télé allemandes et bulgares. Elle crée un site internet pour essayer de retrouver son fils de la manière la plus puissante possible et 41 000 personnes rejoignent le groupe Facebook attaché au site internet. Au fil des années, des dizaines de signalements arrivent. Au fil des années qui suivent cette triste affaire, il y aura des dizaines de signalements de personnes ayant aperçu Lars Mittank, ou en tout cas pensant l'avoir aperçu. Par exemple, un chauffeur de camion affirme l'avoir pris en stop en 2019 dans le Brandenburg. Et ensuite arrive un homme sans papier, désorienté, retrouvé au Brésil en 2016. Pendant 2 semaines, tout le monde croit que c'est Lars. Mais manque de bol, c'est un Canadien, ça n'a rien à voir avec Lars Mittank. Aucune piste n'a jamais abouti. Aucune. Mais vous allez voir que ce qu'on connaît, en tout cas les théories qu'on en sorte, sont vraiment tirées par les cheveux pour la plupart. La première théorie, c'est une théorie médicale. C'est celle que Lars avait peut-être commencé à parler à sa maman. Rappelez-vous quand je vous ai dit que les antibiotiques pouvaient déclencher une réaction rare, paranoïa iatrogène. Sauf que le médecin de l'aéroport affirme que Lars n'avait pas rempli son ordonnance et qu'il n'avait jamais pris les médicaments. Théorie qui donc tomberait à l'eau. La théorie du traumatisme crânien. Le coup de la bagarre non traité aurait provoqué une psychose soudaine. C'est possible, mais les experts disent que ça prend généralement des années à se développer, et pas en 1 ou 2 journées. Et la théorie la plus sombre qui en ressort, c'est que la Bulgarie est un pays traversé par des réseaux de crimes organisés, de trafic humain. Ce que Lars a peut-être vécu cette nuit dans l'hôtel ou pendant l'heure mystérieuse où il est sorti, l'aurait peut-être mis en danger réel. Pas une hallucination, mais bel et bien une vraie menace. Personne ne le sait, c'est de la spéculation et je pense qu'on ne le saura jamais vraiment. Lars Mittank aurait 38 ans aujourd'hui. Et sa mère croit toujours qu'il est en vie, quelque part, désorienté, amnésique, mais bel et bien vivant. Ce champ de tournesol est devenu pour Internet une image symbole, le moment exact où quelqu'un bascule dans l'invisible. Et cette vidéo de 30 secondes, c'est 30 secondes de CCTV granuleux d'une mauvaise qualité d'un aéroport bulgare, ça a été vu plus de 16 millions de fois. Le truc, c'est que pendant ces 30 petites secondes, on voit quelque chose que l'on ne comprend pas. Et on ne peut pas s'arrêter de chercher, de comprendre. C'est viscéral. On veut savoir ce qui est arrivé à Lars Mittank, au-delà d'espérer qu'ils sont en bonne santé, en vie, et tout ce qui va avec évidemment. On passe sur le cas suivant. Maura Murray. Le cas de Maura Murray est différent de tout ce qu'on a vu jusque-là. Il n'y a pas de vidéo virale, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de caméra de surveillance, rien du tout. Ce cas date du 9 février 2004. À cette époque, Facebook avait exactement 5 jours. Et pourtant, cette disparition est devenue ce que les journalistes appellent le premier cold case de l'ère des réseaux sociaux. C'est en vérité l'affaire qui a créé le template de ce que fait Internet avec les disparitions, c'est-à-dire la fascination collective, les théories, les true crime addicts, mais aussi les détectives amateurs qui pensent pouvoir résoudre en ligne ce que la police n'a pas pu résoudre sur le terrain. 20 ans plus tard, c'est toujours pas résolu.
Ça, c'est Maura Murray. Elle a alors 21 ans, elle est étudiante en soins infirmiers à l'université du Massachusetts à Amherst. C'est une ancienne athlète, ancienne élève de West Point, l'académie militaire américaine d'élite. Et sa carrière d'athlète d'élite va être arrêtée parce qu'elle va être transférée justement dans l'université du Massachusetts pour des raisons qu'elle n'aura jamais expliquées à qui que ce soit. Et là, le premier mystère, il se pose. Le 9 février 2004, Maura Murray fait des choses qui n'ont aucun sens. Par exemple, à midi, elle envoie des emails à tous ses professeurs, ainsi qu'à son employeur. Le message dit « Il y a eu un décès dans ma famille, je dois m'absenter une semaine ». Il n'y a pas eu le moindre décès dans sa famille cette semaine-là, ni même les semaines ou les mois d'avant. Dans l'après-midi, elle retire du cash. Pas beaucoup, quelques dizaines de dollars. Elle commande de la nourriture pour la route, elle charge sa voiture, et à aucun moment, elle ne dit à quiconque où elle va. Pas à ses parents, pas à son petit ami non plus, et pas non plus à ses colocataires. Bref, c'est un mystère pur. Elle part donc seule, direction le New Hampshire. À 19h27, ce soir-là, une habitante de Haverhill, New Hampshire, appelle la police. « Allô, oui, bonjour, il y a une voiture dans le fossé sur la route 112, c'est une Saturne noire. Elle a l'air d'avoir glissé sur la neige. » 2 minutes plus tard, un chauffeur de bus scolaire s'arrête près de cette voiture qui a glissé dans le fossé. Il voit une jeune femme autour de la voiture et il lui propose de l'aide. Et la jeune femme va lui dire « C'est gentil, mais j'ai déjà appelé à l'aide. J'attends, vous pouvez y aller, vous pouvez partir. » Le chauffeur insiste parce qu'il sait que la couverture réseau dans ce coin est quasi inexistante. Elle l'assure de nouveau qu'elle n'a besoin de rien. Elle attend dans sa voiture. Il rentre chez lui, à 100 mètres de là, mais il a un mauvais pressentiment. Il appelle lui aussi la police quand même. À 19h46, donc 19 minutes après le premier appel, le premier policier arrive sur les lieux. Donc il arrive sur les lieux, la voiture est là, le moteur tourne, la voiture est verrouillée de l'intérieur, donc impossible d'ouvrir la portière de l'extérieur. On voit à travers la fenêtre ses affaires, de l'argent, ses livres de cours, des vêtements, sa trousse de maquillage, ses médicaments, mais Maura Murray n'est nulle part, alors que la voiture est verrouillée de l'intérieur. Et là, c'est bizarre. Les chiens policiers pistent son odeur depuis la voiture et elle s'arrête au milieu de la route. Un peu comme si elle était montée dans un véhicule qui passait ou comme si elle avait été emmenée de force. Il n'y a pas d'empreinte dans la neige fraîche autour de la voiture, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas de sang, il n'y a rien qui indique violence. Et rien non plus qui indique qu'elle a marché dans les bois parce qu'il y avait de la neige partout. Et évidemment, des traces de pas, ça se voit. Juste, la piste s'arrête au milieu de la route et c'est tout. Dans les jours qui suivirent, les enquêteurs épluchèrent le contenu de son ordinateur. Ils trouvent des recherches Google effacées. Trajet vers le Vermont, trajet vers le New Hampshire, l'annonce d'un chalet à louer dans une station de ski, mais rien de bien probant. Un de ces derniers appels passés depuis son téléphone, c'était au propriétaire du fameux chalet pour se renseigner sur les disponibilités. Elle planifiait quelque chose, elle avait une destination. Maura Murray planifiait quelque chose, elle avait une destination en tête, elle avait un plan, elle n'était pas perdue. Mais elle n'est jamais arrivée à destination. Et c'est là que l'affaire Maura Murray devient vraiment complexe. Parce que dans les semaines qui suivent, des détails sur sa vie émergent qui compliquent vraiment le portrait de l'étudiante ordinaire. Par exemple, quelques mois avant sa disparition, Maura avait été surprise en train d'utiliser une carte bancaire volée pour commander de la nourriture. Elle a été mise à l'épreuve par la justice qui lui a dit que si elle ne récidivait pas pendant 3 mois, les charges seraient abandonnées. Elle était à 2 semaines de la fin de ces 3 mois quand elle est disparue. La veille de sa disparition, elle avait eu une longue conversation téléphonique avec sa sœur aînée Caitlin, conversation qui avait visiblement très mal tourné. Une de ses supérieures à son poste de vigile à l'université l'avait raccompagnée jusqu'à son dortoir, tant elle était bouleversée. Mais on ne saura pas ce que c'était l'objet de la conversation. Son petit ami Billy, en poste à Fort Sill en Oklahoma, cessera d'appeler son téléphone presque immédiatement après sa disparition signalée. Comportement assez bizarre, elle disparaît et lui il arrête de l'appeler. Comportement qui va alimenter beaucoup de théories. Et ce soir du 7 février, donc 2 jours avant, c'est son père, Fred, qui était venu lui rendre visite. Ils avaient passé la journée ensemble, il avait dormi à l'hôtel et Maura avait eu un accident de voiture cette nuit-là, avec la voiture de son père. Une voiture que Fred, son père, lui avait prêtée. Elle avait juste heurté un muret, pas de blessés, voiture légèrement endommagée, rien de grave. Mais elle n'avait pas appelé son père pour le prévenir. En 2005, un forum de discussion s'ouvre, westblues.com. Les théories commencent à se structurer. Par exemple, en 2007, ce sont des pages Facebook et MySpace qui sont créées pour aider à la retrouver. En 2011, un podcast se lance, Missing Maura Murray. Ce podcast va durer des années. Un journaliste, James Reimer, va devenir obsédé par l'affaire. Obsédé à tel point qu'il va vraiment tout faire pour essayer tout seul de retrouver Maura Murray.
Il va passer des années à investiguer, il va même publier un livre entier. Dans ce livre, il suggère que le père de Maura, qui n'a jamais été suspect officiel, aurait pu avoir un comportement inapproprié. La famille Murray le poursuivra en justice pour harcèlement. Des détectives en ligne se présentent devant les maisons des gens impliqués dans l'affaire et des riverains de Haverhill reçoivent des lettres menaçantes de la part de certains théoriciens convaincus de leur culpabilité. En 2019, il y a même une petite équipe qui va utiliser un radar à pénétration de sol financé par des internautes pour scanner la cave d'une maison près de la route 112. Parce qu'il y avait quelque chose d'anormal qui avait été détecté près de la cave. La cave est excavée et dedans, il n'y a rien du tout. 20 ans de recherche, des milliers d'heures d'enquête collective, plusieurs livres, des documentaires et un podcast qui a des millions d'écoutes. Et pourtant, malgré tout ça, Maura Murray reste introuvable. Encore une disparue d'Internet. Sa sœur Julie a lancé récemment encore un nouveau podcast. Elle veut reprendre le contrôle de l'histoire de sa sœur, loin des théories du complot qui ont transformé sa disparition tragique en divertissement. Malgré tout, sa sœur dira qu'elle avait des secrets. Elle avait des secrets que même elle ne connaissait pas, sa sœur, sa propre sœur. Mais elle dira tout de même, ça ne change pas ce que je sais. Ce n'était pas son genre de partir sans jamais donner de signe de vie. Elle aimait sa famille et elle aurait appelé. La police du New Hampshire traite toujours le dossier comme suspect. Il est toujours actif et il n'est pas classé. Le cas de Maura Murray est donc incroyable. Incroyablement inquiétant parce que elle n'a jamais été retrouvée et personne ne sait où chercher. 19 minutes. 19 minutes, c'est le temps qu'il s'est écoulé entre le premier signalement et l'arrivée des secours sur place. Et pendant ces 19 minutes, c'est un intervalle qui a été suffisant pour qu'une personne puisse disparaître sans laisser de traces au milieu d'une route, dans de la neige fraîche, à quelques mètres de maisons habitées. Comme si elle s'était évaporée. 4 cas, 4 histoires différentes et 4 façons différentes de disparaître. Il y a quelque chose, malgré tout, qui unit ces 4 cas. À chaque fois, il y avait des millions de témoins sur Internet. Dans tous les cas. Internet entier s'est mobilisé, des millions de gens qui ont regardé, qui ont cherché et qui ont théorisé. Et pour tous, même ceux qu'on croit comprendre, il reste une zone d'ombre. Un détail qu'on n'explique pas, une question sans réponse. Marina Joyce et ses 10 jours dont elle ne parlera jamais, Unfavorable Semi-Cycle et ses images cachées que personne n'a décodées, Lars Mittank et cette heure au milieu de la nuit qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, ou Maura Murray et ses 19 minutes dans ce champ de neige sans aucune empreinte. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce côté de l'iceberg, parce qu'on pense voir quelque chose, donc ce qu'il y a au-dessus de l'eau, mais en vérité, il y a tellement de questions sans réponse, et ça, c'est en dessous de l'eau. Dans tous les cas, les amis, j'espère que le concept vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Dites-moi si vous voulez que je fasse effectivement la partie 2, parce que moi je suis déjà en écriture, mais il faut que ça vous plaise quand même. Et voilà, je vous remercie pour votre temps. Merci de m'avoir regardé. Merci de me supporter tous les jours et toutes les semaines. C'était Théo et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous.